milliards de dollars dans les paradis fiscaux, 472 milliards de dollars de pertes annuelles dans le monde, 60 à 100 milliards d'euros rien que pour la France. Ce sont là quelques chiffres que l'on peut trouver quand on cherche à estimer combien représente la fraude et l'évasion fiscale dans le monde. S'ils sont par définition complexes à obtenir, après tout la fraude vit cachée dans l'ombre, on ne déclare pas les montants fraudés ou évadés, les ordres de grandeur restent intéressants. Il se passe clairement quelque chose à l'échelle nationale et mondiale. Certains arrivent à ne pas payer d'impôts et ça commence à coûter très cher. Il faut qu'on en parle. On va donc profiter de cette vidéo pour voir en détail comment c'est possible qu'il y ait autant d'évasion et de fraude fiscale, pourquoi lutter et comment lutter. Cette vidéo est la suite de celle d'il y a quelques mois qui nous rappelait ce qu'était la fraude, l'optimisation et l'évasion fiscale. Pas de panique, vous allez pouvoir aller la voir à la fin, elle n'est pas nécessaire pour comprendre ce qui nous occupe aujourd'hui. D'ailleurs, on va surtout s'intéresser à l'évasion fiscale, ce savant mélange entre des pratiques légales et illégales de réduction de l'impôt. Générique. La première question à se poser est tout simplement comment se fait-ce qu'il y ait autant d'évasion fiscale dans le monde ? Les chiffres sont ahurissants et pourtant on entend partout que les États veulent lutter contre cette évasion. Alors on pourrait aller dans des considérations socio-psychologiques, on pourrait aussi faire des études économiques pour comprendre les flux de capitaux, les dynamiques d'épargne, etc., etc. Mais ce sont là des considérations qui dépassent largement le champ de mes compétences. On va donc s'intéresser aux raisons plus juridiques qui justifient l'existence de cette évasion. S'il y a évasion, c'est qu'il y a dans un premier temps des failles. Les systèmes fiscaux nationaux sont différents parce qu'ils sont le fruit d'histoires, de contraintes et de volontés différentes. Chaque système s'est construit ainsi sans nécessairement tenir compte de ce que fait le voisin. Après tout, chaque État est souverain et fait bien ce qu'il veut. Le souci, c'est que à force de pas tenir compte de ce que font les voisins, on arrive à une situation pleine de failles, de lacunes entre les systèmes. C'est là qu'une partie de l'évasion se cache. Il s'agit de fouiller les petites ouvertures pour en profiter. Aujourd'hui, il existe des outils pour compenser ces failles, on verra ça un peu plus tard, et largement plus en détail dans une vidéo à venir sur la fiscalité internationale. Donc, suspense. L'autre raison, c'est la concurrence fiscale entre États. Parce que oui, s'il y a de l'évasion, c'est qu'il existe des endroits où s'évader. C'est aussi logique que nécessaire. Et les États se livrent entre eux une concurrence farouche pour attirer sur leur sol les investissements et l'économie. Parfois, cette concurrence prend une forme que l'on appelle dommageable. Certains États ne veulent pas la jouer fair-play et vont mettre en place une politique concurrentielle extrêmement agressive pour attirer encore plus de contribuables et faire évoluer leur économie nationale. On pense aux fameux paradis fiscaux, les États ou territoires non coopératifs de leur petit nom d'amour. Mais pas uniquement. Bref, encore une fois, vidéo sur la fiscalité internationale, elle arrive, pas de panique. Quand on parle d'évasion fiscale à l'heure actuelle, on peut pas oublier ce qu'on appelle la globalisation de l'économie. Ça concerne surtout, mais pas que, les groupes multinationaux de sociétés, ceux qu'on appelle les multinationales. Pour faire rapide, parce qu'on en parlera plus dans la vidéo sur la fiscalité internationale, vous commencez à capter le truc, l'économie va depuis quelque temps vers une globalisation. On dépasserait l'étape de la mondialisation pour aller vers une plus grande interconnexion entre les États. C'est notamment permis par l'essor plus qu'énorme de l'économie numérique. D'ailleurs, parler d'économie numérique, c'est comme parler d'un truc séparé de l'économie normale, et c'est dépassé. On parle de numérisation de l'économie, tellement le phénomène est important. Bref, la conséquence de la numérisation de l'économie, c'est que les contribuables vont pouvoir bouger beaucoup plus facilement. On évoque parfois la mobilité des bases d'imposition. Les multinationales vont pouvoir assez aisément déplacer leurs bénéfices dans le monde pour chercher l'imposition la plus faible en bénéficiant de la concurrence fiscale entre les États dont on parlait avant. Mais il n'y a pas que les multinationales, certains particuliers vont avoir des facilités à déplacer leurs revenus et leur patrimoine, tandis que d'autres sont plus directement liés à un territoire en particulier. C'est une situation qui est profondément injuste. On comprend donc que l'évasion fiscale a pas mal de facteurs facilitants, mais si ça nous dit comment ça marche, et encore partiellement, ça ne dit pas pourquoi il faudrait lutter. On va retenir 3 angles différents. Le premier touche à nouveau à la concurrence fiscale entre les États, surtout quand elle est dommageable. On appelle ça la course vers le bas, ou race to the bottom dans la langue de la fiscalité internationale. Sans faire long, c'est ce qui se produit quand les États jouent à qui aura la plus petite imposition. À force de lutter contre ses voisins qui baissent leurs impôts, on arrive à terme à une fiscalité de plus en plus faible, voire nulle. Alors là, un sceptique me parlerait du biais de la pente savonneuse, cette idée selon laquelle il serait fallacieux de considérer que tout va empirer jusqu'à une situation de paradoxe ou d'extrémité absolue, sauf que là, c'est vraiment ce qui se passe à l'échelle internationale. Et on en arrive à notre deuxième angle, la fiscalité et les impôts, on en a besoin. Si je suis un État et que mes contribuables délocalisent leurs revenus et patrimoine, et donc leur imposition, comment est-ce que je fais pour les imposer? Et donc comment est-ce que je fais pour remplir mes caisses? Il existe des tonnes d'approximations de ce que représente chaque année l'évasion, la fraude, etc. L'ordre de grandeur dépasse souvent les dizaines de milliards d'euros rien que pour la France, comme on le voyait en introduction de cette vidéo.
Il y a donc un véritable enjeu pour le financement des services publics, etc. La fonction budgétaire de l'impôt est une de ses plus fondamentales. L'impôt est nécessaire pour couvrir les charges publiques. Sont-elles trop élevées ou pas, c'est une autre question, mais il faut les couvrir, et l'impôt y participe grandement. Alors on pourra dire que l'évasion fiscale permet du coup à certains États de se remplir les caisses très aisément, mais c'est pas tout à fait vrai. S'ils attirent beaucoup de contribuables, l'imposition très faible leur permet pas spécialement de dégager beaucoup de recettes. De plus, ils sont coincés. S'ils veulent se développer, ils ont besoin de pognon, or s'ils augmentent l'imposition, les contribuables vont partir. Ils sont pieds et poings liés. C'est tout sauf une situation désirable, même si on verra que ça évolue un peu. Enfin, le dernier angle, c'est celui de la justice fiscale. C'est une notion très importante. Certains auteurs placent la justice fiscale, l'équité fiscale, au cœur de l'évaluation des systèmes. Une fiscalité de qualité serait une fiscalité juste, qui ne prend pas plus que ce qu'elle doit et qui est adaptée aux moyens des contribuables. En France, c'est notamment prévu à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ce texte, qui a une valeur constitutionnelle, prévoit qu'il faut que les citoyens participent au financement de la vie publique à hauteur de leurs facultés contributives. En clair, plus vous avez de pognon, plus vous devez contribuer. C'est un mécanisme qui est très visible avec l'impôt sur le revenu, qu'on verra en détail dans une future vidéo. Mais c'est un sujet qu'on a déjà pu aborder sur l'imposition des riches, que je vous mets en fiche, vous irez voir à la fin de la vidéo, c'est un ordre. Si vous vous rappelez, on parlait il y a quelques instants de la mobilité des bases, ces gens qui peuvent facilement s'évader fiscalement, et ceux qui ne le peuvent pas. Là, le danger, c'est que si les premiers partent, il y a un risque sérieux que les seconds se ramassent la charge fiscale manquante sur le coin du pif. En clair, ils risquent de devoir payer plus d'impôts pour compenser les départs. C'est moyennement sympathique. On vient donc de voir 3 raisons pour lesquelles il est important de lutter contre l'évasion fiscale, même dans ses extensions légales. C'est une véritable plaie pour les États. Et encore, les économistes pourront en avoir encore plus à dire sur le caractère délétère de l'évitement fiscal international. Il y a donc un véritable problème à cette évasion. C'est un problème assez connu, et pour ça on va regarder quelques chiffres. Selon un sondage de l'Institut Montaigne d'octobre 2023, 82% des Français estiment que les pouvoirs publics ne luttent pas suffisamment contre la fraude. Et un sondage de l'AFP, assez amusant, indique qu'à la suite des Panama Papers, 65% des Français estiment que l'on ne parviendra pas à réduire l'évasion fiscale. L'idée avec ces chiffres, c'est de vous montrer la perception que peut avoir la population des actions fiscales. En clair, c'est mort. Et c'est compréhensible, on a l'impression que les gouvernements successifs mettent en œuvre tout un tas de trucs, tout ça pour avoir les machin papers, les bordel leaks ou un accord avec McDo pour éviter la condamnation. C'est tout le temps pareil. Parlez rapidement de McDo. Parfois, même en cas de fraude détectée par l'administration, cette dernière ne préfère pas prendre le risque d'aller devant le juge et signe, avec le contribuable, une convention judiciaire d'intérêt public. C'est un compromis qui conduit à une sanction financière très élevée pour le contribuable, qui s'arrange d'une certaine manière avec l'administration. Ça ne conduit pas à une sanction au rabais, bien au contraire, mais on évite la véritable condamnation, ce qui peut faire grincer des dents. Bref, c'est un sujet complexe, je vous mets un article en description que j'avais pu écrire dessus il y a quelques temps, vous trouvez comme d'habitude tout via le lien Zotero en description, on a l'habitude. Ça nous conduit doucement à l'ultime question. Comment faire pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale? Il existe plusieurs manières d'agir contre la fraude et l'évasion fiscale. On va voir à nouveau 3 angles, mais il en existe bien plus. Que voulez-vous? Cette vidéo ne peut pas faire 5 heures? C'est là le drame. La première chose à mettre en œuvre pour lutter contre la fraude et l'évasion, c'est l'échange d'informations. L'information, c'est la clé de tout. C'est le secret du pouvoir fiscal. Alors oui, on a nos propres 007 en droit fiscal, sauf qu'ils n'ont pas de flingue et pas d'Aston Martin. Moins bien. Dans de précédentes vidéos, on évoquait le fait que les paradis fiscaux sont avant tout des États ou territoires qui cultivent une culture du secret fiscal et bancaire très puissant. En 2009, Nicolas Sarkozy, alors président et pas encore condamné, nous disait que le secret bancaire et les paradis fiscaux c'était fini. Mais pourquoi est-ce que l'auteur du journal d'un prisonnier a pu dire ça alors qu'on voit encore aujourd'hui du secret bancaire et des paradis fiscaux? Il a dit ça parce qu'à l'époque on voyait des avancées énormes en matière d'échange d'informations à l'échelle internationale. Il existait déjà des accords internationaux pour faciliter ces échanges, mais à la suite de la crise financière de 2007-2008, les États se sont dit qu'ils étaient un peu dépassés par les changements de l'économie. Il fallait y remédier. S'en est suivi tout un tas de projets dont on parlera un autre jour, toi-même tu sais, la vidéo sur la fiscalité internationale, qui commence déjà à devenir un peu longue. En 2009, on a notamment restructuré le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales. L'idée, c'est d'avoir un espace de discussion entre un grand nombre d'États, une centaine en 2009, plus de 150 aujourd'hui, et ces États vont pouvoir discuter et mettre en place des mécanismes d'échange d'informations entre eux. Ça va leur permettre de suivre l'activité de leurs contribuables, peu importe leur localisation, et donc agir si jamais un jour ça part en live. Une autre manière d'agir assez proche, puisqu'elle repose aussi sur le besoin d'information, ce sont les dispositifs d'alerte.
On va surtout s'intéresser à un en particulier qui nous vient d'une dispositive européenne dit DAC 6 de 2018. Certaines personnes, qu'on appelle les intermédiaires, donc notamment les avocats et les comptables, mais aussi parfois directement le contribuable, vont devoir déclarer à l'administration certains montages potentiellement agressifs fiscalement. Je vous épargne le tollé que ça fait vis-à-vis du secret professionnel des avocats notamment, ça a bien gueulé, bien fort, et pas pour rien en fait. L'objectif de ce mécanisme, il est double. Déjà, on va pouvoir surveiller certains montages qui présentent des marqueurs d'agressivité, mais surtout on va pouvoir voir ce qui se fait, quelles sont les pratiques des professionnels de la fiscalité, comment ça marche. Et ça c'est super précieux parce que l'État il n'est pas dans les services fiscaux des entreprises et des particuliers, il est toujours en retard par rapport à ce qui se fait. L'idée c'est donc de rattraper ce retard. On va rapidement passer sur les organes et brigades de lutte contre la fraude fiscale, il y en a plusieurs avec des objectifs différents et des compositions variées. Certaines vont par exemple inclure des officiers de police judiciaire, en complément des agents administratifs. C'est assez complexe de s'y retrouver, mais au moins je vous en parle en passant. J'essaie de vous mettre des ressources via le lien Zotero en description, vous avez l'habitude, tout ça. Enfin, on peut mettre en place des dispositifs spéciaux qui vont venir compenser ou traquer l'évasion fiscale internationale. Et je pense en particulier au mécanisme d'imposition minimale. Le principe, qu'on a déjà pu aborder dans la vidéo sur l'imposition des ultra-riches, comme d'habitude, une fiche, tout ça, c'est de garantir que les contribuables paient un impôt au moins égal à un seuil déterminé. Je vous épargne la liste des dispositifs, mais sachez qu'il en existe à la fois à l'échelle nationale, à l'échelle internationale et mondiale. Oui, c'est différent. Il existe des échelles d'action différentes pour la lutte contre la fraude. On rentrera pas dans le détail parce que la vidéo est déjà trop dense, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut avoir des actions purement nationales, mises en œuvre à l'échelle d'un État uniquement. On parle d'actions unilatérales. La France a par exemple des dispositifs de lutte contre l'évasion fiscale dans différents articles du Code général des impôts. On peut ensuite avoir des procédés internationaux de différentes envergures, entre deux États, ou à plus grande échelle avec plus d'États impliqués dans un traité qui sera donc multilatéral. Parce que agir à l'échelle d'un État, c'est bien, c'est assez facilement faisable, mais quand on a un problème global, est-ce qu'une action locale est vraiment la bonne solution? Eh ben, pas tant, et on verra ça dans une vidéo un autre jour, mais en 2 mots, il commence à exister des procédés globaux qui cherchent à lutter à grande échelle contre l'évasion fiscale, notamment en assainissant la concurrence entre États. Certains de ces procédés ont du plomb dans l'aile depuis peu, mais c'est une véritable révolution fiscale globale à laquelle on peut assister depuis ces dernières années. Ainsi, même si le grand public ne le perçoit pas nécessairement, il se passe vraiment des choses à différents niveaux. Ça bouge très fort et relativement vite pour des actions de cette ampleur. Et ça nous amène au dernier point de cette vidéo, l'éducation fiscale. L'idée va pas être de me jeter des fleurs, de toute façon je suis allergique, mais de parler plus largement de littératie en fiscalité. Pour rappel, la littératie, c'est la motivation et les compétences des gens à accéder, comprendre, évaluer et utiliser l'information pour prendre des décisions. On en parle beaucoup en matière de santé, et la copine Fantine de Fantine et Hippocrate en parle régulièrement sur sa chaîne, mais là, on s'intéresse au sacro-saint droit fiscal. Le droit fiscal est une matière extrêmement technique et complexe. C'est pas la seule, évidemment, mais elle se traîne une réputation d'imbitabilité chronique. On n'y comprend rien, la déclaration de revenus, c'est un mystère total, tout comme la TVA, etc., etc. On sait qu'il faut payer, que certains arrivent à resquiller, mais guère plus. Et pourtant, il est nécessaire d'informer la population, parce que fondamentalement, c'est elle qui est au pouvoir. Par ses votations, mais aussi par les éléments qu'elle met dans le débat public, elle peut avoir une influence sur ce qui se passe, mais pour ça, il faut qu'elle soit informée convenablement. C'est un rôle partagé entre la presse et les associations, qui sont là pour apporter l'information et compréhension, mais aussi constituer parfois une voix dissonante pour faire vivre le débat public. L'information fiscale est un enjeu citoyen majeur, et je suis assez triste de voir que, malgré ça, on se retrouve avec une situation d'incompréhension globale assez effarante. C'est objectivement triste. Bref, une vidéo très dense aujourd'hui, je suis bien désolé, mais il y avait énormément de choses à traiter, et vu qu'on s'approche dangereusement de mes domaines de spécialité, c'était pas évident de faire des choix vu que j'avais envie de vous parler de tout. J'espère que les choix que j'aurais faits vous ont plu. Avec la dernière vidéo, ça fait un beau panorama des questions de fraude, d'évasion et d'optimisation fiscale. Il fallait le faire, c'est chose faite. On se retrouve bientôt avec un nouveau sujet, surprise. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme toujours, les sources sont disponibles en description via le lien Zotero. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et pensez à activer la cloche pour être tenu au courant des publications. Pensez à commenter et liker pour que je puisse voir vos retours et améliorer les futures vidéos, mais aussi pour que YouTube puisse remarquer la chaîne. Et dites-moi quel sujet je pourrais aborder à l'avenir. Comme toujours, paix, amour, mais surtout droit fiscal, la bise.